Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, on est ensemble jusqu'à 11h. Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Tristan Grenassia, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Salomon et Geneviève Méric, ni sans Angélique Thibault cette semaine à la réalisation, avec aujourd'hui à ses côtés à la technique, Anthony Thomasson. À 10h50, vous retrouverez François Noudelman pour le journal de la philosophie. Au programme aujourd'hui, Note de regard. C'est le titre du livre de François Rouen qui est paru aux éditions Galilée. Dans la liste des philosophes que l'on cite le plus à tort et de travers, Épicure figure en bonne position. On pense à l'hédoniste béat qui se laisse vivre en profitant des jours heureux, en deçà du bien et du mal, avec pour seul guide la recherche du plaisir. La pensée d'Épicure ne pâtit pas seulement d'être réduite, elle souffre d'être dénaturée. La solution consisterait à donner à entendre Épicure lui-même, à lui tendre le micro pour qu'il rétablisse la vérité. Or, c'est tout le problème de sa pensée. S'il a beaucoup écrit de son vivant, de ses textes, il ne nous reste presque rien. 3 lettres et quelques sentences, et le souvenir des discussions philosophiques qu'il menait avec ses amis dans son fameux jardin, qui accueillait aussi d'ailleurs femmes et esclaves. En dehors de ces textes, on connaît Épicure par ce que les autres ont bien voulu en dire, des siècles plus tard. Ses lectures sont multiples, mais après tout, Épicure peut-être l'était-il aussi. Portrait d'Épicure, donc cette semaine avec demain les chants de Lucrèce, ou comment, près de 200 ans plus tard, celui qui se présentait comme le disciple du philosophe compose un poème magistral en hommage à son maître. Mercredi, c'est par la plume de Montaigne que nous allons décrire la pensée d'Épicure, et jeudi, nous terminerons cette semaine par un combat, celui des stoïciens contre les épicuriens. Mais aujourd'hui, avant d'évoquer ces différentes figures d'Épicure, retournons au jardin, et écoutons Jean Salem nous conter les écrits de ce médecin de l'âme que fut Épicure. Dis donc, t'as déjà regardé une fleur de carotte? Tiens, regarde ça. Bah tu vois, c'est ça la vie. Tiens, je m'enroule une, puis je vais me la faire moi-même. Puis je vais prendre le temps de me la faire. Puis je vais prendre le temps de me la fumer. Et puis je vais prendre le temps d'en profiter. Et puis, je vais prendre le temps... Bonjour Jean Salem. Bonjour. Lorsqu'on entend Philippe Noiret prendre le temps de se rouler une cigarette et prendre le temps de bâiller et finalement prendre le temps de profiter de la vie, est-ce qu'on est là dans l'épicurisme? Est-ce qu'on est là dans ce que prenait Épicure lui-même? Pourquoi pas, il n'y a c'est l'idée qu'on s'en fait en tout cas. Et il s'agit d'en profiter, tu ne passes ici qu'une fois, c'est à peu près une parole d'Épicure. Parce que c'est l'idée qu'on se fait de l'épicurisme, l'épicurisme comme étant cette doctrine qui prône la jouissance au quotidien, se faire laisser carpe diem, jouir du quotidien un jour après l'autre et ne pas tomber dans des soucis inutiles. Mais est-ce que quand on pense ça, dans quelle mesure c'est réducteur, dans quelle mesure est-ce fidèle à Épicure lui-même? L'idée d'un bon vivant qu'on peut se faire en pensant à l'épicurisme n'est pas du tout scandaleuse. De bon vivant à viveur, il n'y a qu'un pas. Alors là, on tomberait dans une interprétation un petit peu méchante, celle que les adversaires ont sans cesse évidemment essayé de promouvoir, en traitant les épicuriens de vieux barbons, de cochons et de pourceaux. C'est ironiquement que Horace dira quelque part qu'il se prélasse comme un pourceau du troupeau d'Épicure. Je dirais que d'abord, j'ai essayé de distinguer, moi, dans un livre qui s'appelle « 5 variations sur la sagesse, le plaisir et la mort », 2 lignes
d'hédonisme, hédoné le plaisir en grec, deux lignes de philosophie du plaisir. L'une que j'appellerais anacréontique, du vieux poète Anacréon, 6e siècle avant Jésus-Christ, qui est celle qui est reprise par Horace, justement déjà citée, par les épicuriens prétendus de la Renaissance, qui conseillent le carpe diem, cueille le jour, c'est-à-dire tout de même, très souvent, je pense à Omar Khayyam aussi, dépêche-toi, cours-y vite, le plaisir ou le bonheur, pour l'épicurisme c'est d'ailleurs synonyme, je le dis entre parenthèses, il va filer, parce que nous serons vieux, nous serons morts bientôt, et mignonne, allons voir si la rose, etc. Plus tard, quand tu seras bien vieille, tu regretteras de ne pas avoir goûté au plaisir de la vie que je te propose, moi Ronsard. Alors ça, c'est tout de même un hédonisme mêlé d'angoisse de mort, un peu tendu, un peu stressé. L'hédonisme épicurien vous invite plutôt à l'apaisement. Il se présente comme une philosophie, comme une psychiatrie, comme une philosophie fébrifuge, antalgique, analgésique, qui veut calmer la douleur de l'homme ou de la femme d'une période de crise, très 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 comparable à la nôtre par bien des aspects. 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'écroulement de l'empire d'Alexandre dont les gens sont témoins, une sorte de catastroïka à la puissance 4. Et l'hédonisme épicurien, encore une fois, veut calmer l'âme humaine. Alors, ce que vient de dire Philippe Noiret, ça me rappelle un passage du chant 5 de Lucrèce, où Lucrèce, poète épicurien qui, 2 siècles après Épicure, prétend simplement exposer en vers latin la philosophie de son maître Épicure. C'est pourquoi il ne faudra absolument pas être surpris si on invoque parfois un trou ou une lacune dans le texte d'Épicure. On invoque Lucrèce pour expliquer une lacune dans le texte d'Épicure ou inversement. Hein, c'est vraiment un disciple qui raconte de façon plus développée, vu ce qui nous reste, dans un sublime poème de la nature en latin, ce qu'Épicure a exposé dans 120 livres, mais de l'œuvre d'Épicure, il nous reste 3 lettres, 40 maximes fondamentales, 81 sentences vaticanes, bref, pas grand-chose. Il y a un passage à la fin du chant 5 de Lucrèce dans lequel on nous parle de braves gens, des primitifs un peu évolués, si vous voulez, qui sont étendus sur le gazon, moelleux, qui ne s'enroulent pas une, mais qui sont un peu dans la disposition d'esprit de Philippe Noiret, déjà cité et entendu. Vous avez présenté Épicure comme étant une forme de médecin, c'est-à-dire quelqu'un qui a pour but, qui se donne pour but de s'occuper de la santé de l'âme. Il faut l'entendre à différents registres, puisque la santé de l'âme, c'est à la fois la santé mentale, hein, le bien-être de l'âme elle-même, le bien-être d'une forme de psychologie apaisée et sereine, mais également ça a des conséquences pratiques d'hygiène de vie, et c'est là où vous le disiez en début d'émission, où souvent se trouve le malentendu, puisqu'on a pu faire de l'épicurisme, au contraire, une doctrine de pourceau, hein, où il faudrait se baffrer dans le plaisir, à trop vouloir le plaisir pour le plaisir, on s'y perdrait. Or, précisément, Épicure prône l'inverse, ce n'est pas du tout une quête du plaisir pour le plaisir, mais au contraire, un calcul devant mener à un équilibre entre le plaisir et la douleur. Jean Salem. Épikouroi dans la tradition hébraïque, ça signifie pas seulement épicurien, ou ça signifie épicurien, mais ça signifie au sens très large celui qui est impie en tant qu'il nie l'existence d'aucune providence. Il n'y a aucune puissance qui voit avant ce qui sera bien, ce qui sera utile pour les humains ou pour qui que ce soit. Il y a dans la philosophie épicurienne, à la différence de 1000 soupes déconnectées de la vraie vie, de la politique, du bonheur dont on nous rebat beaucoup les oreilles aujourd'hui, il y a un ensemble de thèses qui sont censément démontrées par les épicuriens, qui parlent de la structure de notre univers et qu'il est nécessaire de connaître pour être heureux. L'essentiel étant l'art de vivre heureux. Encore une fois, dans une sorte d'époque de fin du monde où l'essentiel, encore une fois, est de constituer un sage qui, d'une certaine façon, doit être blindé. Car tout peut arriver, comme, encore une fois, dans notre monde déchiré par 60 guerres ouvertes. J'entends souvent sur les antennes des gens apparemment bien informés qui disent que la France n'est pas en guerre. Enfin, on vit dans une époque surréelle, tout le monde le sait. Nous devons être engagés dans 5 ou 6 guerres.
les Grecs de l'époque d'Épicure n'ont pas des journalistes qui traitent l'information de cette façon-là, et ils savent que tout s'est écroulé. L'empire éphémère d'Alexandre, qui a été un empire mondial, est désormais disloqué, et dans le monde entier, des généraux se disputent des morceaux de cet empire, qui sont la Perse, qui sont la Grèce, dans la Grèce c'est Athènes, qui sont l'Égypte, etc. Alors ces thèses, ce sont: l'univers est infini, il y a un nombre infini de mondes dans l'univers infini. Notre monde est né par agrégation d'atomes, car tout est fait d'atomes et de vide, et il se disloquera, il se dissociera par désagrégation de ces atomes un jour, comme tous les autres mondes. Le vide existe. Toutes ces thèses sont totalement hétérodoxes, fantaisistes, moquées par tous ceux d'en face. J'allais dire, entre autres, Platon. Épicure est né 6 ans après la mort de Platon, mais Platon avait déjà un ennemi du style d'Épicure qui s'appelle Démocrite. Il ne le nomme jamais, mais Démocrite est le père de l'atomisme, comme vous savez. 5e thèse, assez extraordinaire, un peu superflu à nos yeux d'ailleurs d'une certaine façon. Il y a des dieux, mais ces dieux sont faits d'atomes, ce sont les plus beaux produits du hasard et ils ne s'occupent absolument pas de notre monde. D'ailleurs, ils vivent en dehors de notre monde, ils vivent dans les intermondes. Notre âme est de nature matérielle, elle est située dans la poitrine, du point de vue scientifique, c'est pas très sexy ni très moderne. D'autres, comme Platon ou Démocrite, la situaient dans le cerveau. La mort est comparable à un sommeil éternel et le plaisir est le souverain bien. Alors vous présentez cette thèse-là de manière assez naturelle. Vous êtes armé pour commencer à essayer d'être heureux. Oui, et surtout, ces thèses-là, là, vous venez d'en faire une liste de manière assez naturelle, voilà ce qu'ils pensent, mais il faut quand même montrer à quel point ces thèses-là s'opposent en tout point à ce que les philosophes avant lui et les philosophes contemporains exprimaient quant à l'univers, quant au rapport de l'âme et du corps, quant à l'absence d'un moteur premier pour expliquer le mouvement. Dans tous ces points-là, ils proposent des doctrines qui sont scandaleuses à l'époque. Hyper moderne, encore incroyable au XVIIe siècle pour ce qui est par exemple de l'existence du vide. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que la physique dise que le vide, oui, ça existe. Et alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, tout plaisir est un bien, c'est en cela qu'il y a de la dynamique théorique et de la dynamite théorique dans cette doctrine. Tout plaisir est un bien, toute douleur est un mal. De ce point de vue, les adversaires ont raison de s'offusquer et d'être effrayés, parce que pour tous les Platons et tous les religieux, vous avez certains plaisirs matinés de douleur, mais les douleurs, un petit peu plaisir, pas vraiment nobles, mais nobles quand même. Quelques-uns d'entre eux, chez Platon, quelques plaisirs de l'odorat arrivent vaguement au stade des plaisirs pas purs, mais prenables. Tout plaisir est un bien. Le sage est simplement celui qui calcule, qui sait qu'il y a un lendemain du plaisir et que certains plaisirs, les plaisirs ne pouvant se distinguer que par l'intensité et par la durée, certains plaisirs sont suivis de douleurs, soit intenses, soit très longues, et il va falloir, somme toute, les traiter comme si c'était des douleurs, c'est-à-dire les contourner. Les corps insécables et pleins, dont sont formés et dans lesquels se résolvent les composés, présentent un nombre de formes différentes trop grand pour que nous puissions le saisir. Car le nombre prodigieux des formes différentes offertes par les composés ne peut pas provenir d'un nombre concevable des formes élémentaires toujours les mêmes. De plus, chaque sorte de forme comporte un nombre infini d'exemplaires, mais envisagées quant à leur différence, les formes ne sont pas en nombre absolument infini. Ajoutons que les atomes sont, depuis l'éternité, dans un mouvement perpétuel. Il n'y a pas de commencement à ces mouvements parce que les atomes et le vide sont éternels. Jean Salem, vous l'avez dit tout à l'heure en évoquant les différents points de la doctrine d'Épicure. Pour être heureux, puisque c'est quand même le but, pour être heureux, il faut non pas simplement essayer de soigner l'âme de manière abstraite, mais avoir une connaissance du monde et une connaissance physique. Et ce point est très important parce qu'on réduit souvent l'épicurisme à son éthique,
à l'éthique qu'il prône. Mais cette éthique se fonde sur une physique extrêmement précise, je reprends le terme, scandaleuse à l'époque, Épicure fait du monde un composé d'atomes. Ces atomes, ces entités qui sont insécables, qui sont pleines, ces atomes qui sont en mouvement permanent, et c'est de par ce mouvement d'ailleurs qu'il démontre l'existence du vide. Et cet univers est proprement est entièrement physique, il est matérialiste. Et c'est souvent un point que l'on oublie lorsqu'on parle de l'éthique d'Épicure, que celle-ci se fonde sur cette physique, Jean Salem. Oui. Comme Nizan, qu'on citera peut-être tout à l'heure, et comme pas mal d'autres, je considère ce qui me paraît être une évidence. Il y a une filiation entre Démocrite, Épicure et Lucrèce. Lucrèce et Épicure, ce serait difficile de le contester, puisque Lucrèce ne cesse d'invoquer son maître, le divin Épicure. Deus ille fuit, ça a été un véritable dieu, écrit Lucrèce, mais on a parfois dans la philosophie académique, très académique, pourquoi ne pas le dire universitaire, essayé d'enfoncer un coin entre Démocrite qui aurait parlé d'atomes de façon beaucoup plus subtile, au 5e siècle avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Démocrite 5e, Épicure 3e, il est né exactement en 341 avant Jésus-Christ et mort en 270. Et Lucrèce, 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors on essaie d'enfoncer un coin tout à fait artificiellement entre Démocrite, qui aurait été bien plus subtil, qui aurait parlé d'atomes quasiment abstraits, voire mathématisables, enfin tout ça est très fumeux. Et on s'appuie souvent, comme d'habitude, sur des preuves par l'étymologie. Oui, on trouve 6 fois la mention de atome avec le mot idéa en face chez Démocrite. Mais idéa, en grec, ça veut dire la forme. Ça peut être la forme d'une chaussure qu'il faut porter si on a un pied beau dans le corpus hippocratique. Bref, il y a une physique démocritéenne à 95% chez Épicure. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie pour valider ce fameux hédonisme, cette philosophie du plaisir. Le matérialisme dont vous faites état à juste titre, il n'est pas vrai, contrairement à ce que dit le merveilleux, l'adorable et le très respecté Sartre, dans Matérialisme et Révolution, il n'est pas vrai parce que libérateur. On ne dit pas que tout ce que j'ai énuméré, le vide existe, etc., on y croit parce que ça rend heureux. Il est libérateur parce que vrai. On démontre à 200%, vous l'avez dit également, par exemple, que le vide existe parce que sinon tu ne peux pas expliquer le mouvement, alors qu'Aristote et beaucoup de gens bien se débrouillent pour essayer de vous expliquer que tout se passe un peu comme une pièce d'eau qui circule dans un vase plein, une pièce de monnaie qui circule dans un vase plein d'eau, et que chaque fois que je déplace mon bras, il y a des couches d'air qui, de proche en proche, se déplacent dans cette pièce. Le vide existe, on vous le démontre à 200%, parce que tu ne pourrais pas expliquer le mouvement qui se voit dans le sensible, dans l'expérience de tous les jours, si tu n'admets pas l'existence du vide. C'est une démonstration par l'absurde, qui est un procédé auquel a recours Épicure en permanence. Et Lucrèce sans cesse. Et c'est ça qui fait que, sur la base d'une physique qui te démontre par A plus B que les dieux n'interviennent en rien dans la formation des vivants, des mondes, etc., tu peux passer à l'éthique, être heureux. Ce matérialisme d'Épicure est sans doute ce qui est le plus surprenant, puisqu'il implique une forme de pensée qui rejette, vous l'avez dit, les dieux ne sont pas à l'origine du monde, qui semble rejeter en tout cas toute forme de transcendance. Vous avez parlé de Paul Nizan tout à l'heure, je vous propose d'écouter un texte tout de suite à ce sujet. Ainsi était donné un monde sans finalité, sans providence, sans destin, où ne jouaient que des causes mécaniques, et le hasard où l'âme même et les dieux étaient décrits comme des édifices complexes d'atomes matériels. Une âme matérielle que la mort dispersait comme elle fait la chair. Une mort qui n'était qu'un événement naturel. La décomposition d'un composé, et non la menace d'un châtiment terrible ou la promesse d'une douteuse béatitude. Des dieux qui n'étaient que les modèles matériels du sage, qui n'intervenaient pas dans les affaires du monde, qui n'étaient pas des juges, ne se souciaient pas des prières. Tout cet univers sans mystère environnait l'homme enfin solitaire et libre parmi des objets matériels, mortels comme lui, enfin capable d'assumer dans une lumière sans terreur, ni espoir, la résolution des questions purement humaines et de poursuivre la possession de la joie. Dans un monde où les atomes tourbillonnent, composant au hasard de leur rencontre des objets promis à l'évanouissement, l'homme qui n'est comme eux, qu'un enfant de la chance, peut enfin se suffire.
L'homme peut enfin se suffire. Cette bonne nouvelle, c'est Paul Nizan qui l'écrit. À propos d'Épicure, vous écoutez France Culture, il est 10h21, vous écoutez les nouveaux chemins de la connaissance. Nous parlons d'Épicure toute cette semaine et aujourd'hui, c'est Jean Salem, notre invité. Jean Salem, c'est vrai que c'est un des points les plus surprenants de la doctrine d'Épicure, ce matérialisme, puisqu'il fait même des dieux, des édifices complexes d'atomes matériels, écrit Paul Nizan, en étant assez fidèle à ce que Épicure dit par ailleurs, et que justement le fait de fonder le monde sur cet atomisme, ou de voir dans le monde cette composition d'atomes, évacue d'emblée toute sortie hors du monde vers une forme de transcendance qui expliquerait en retour la création de ce monde lui-même. Et on est là dans un matérialisme qui est proprement immanent. Jean Salem. C'est promis que je vous réponds. Je remonte en arrière, comme les roués de la politique qui veulent s'échapper, mais je vous réponds ensuite. Épicure est présenté par Lucrèce, et à juste titre, bien sûr. Pas seulement comme un dieu, mais aussi comme un pater au début du chant 3 de Lucrèce, un père. Ça veut dire quelqu'un de respectable à Rome, entre autres aussi parce qu'on pense aux pères conscrits, les sénateurs. Et puis comme un triomphateur à la romaine, dans les vers 62 à 79 du chant 1 de Lucrèce. Il a, par son génie et par son audace, osé sortir, imaginairement, par l'entendement, au-delà des murailles enflammées qui ceinturent notre monde, c'est-à-dire les astres qui sont des pierres enflammées et qui tournent tout autour de la Terre qui est censément au centre, il a parcouru le tout immense, et il est revenu, et il nous a permis de vaincre la religion qui jusque-là oppressait les mortels. Oppressés, je dis bien, pas opprimés, oppressés, les empêchait de respirer. Primum graius homo, pour la première fois, un homme, un grec, a osé faire ça, et nous, grâce à ça, sa victoire nous élève jusqu'au ciel, dit-il. Marx qui a fait sa thèse là-dessus, parenthèse autopromotionnelle, nous faisons avec toute une équipe un séminaire qui s'appelle Marx au XXIe siècle à la Sorbonne, qui marche du feu de Dieu et qui n'est pas sans rapport avec les préoccupations d'aujourd'hui, pour moi. Il s'agit d'un matérialisme plus récent, comme dirait l'autre. Marx, qui a fait sa thèse là-dessus, parlera des communards qui sont montés à l'assaut du ciel, et bien évidemment, il pensait à ce vers de Lucrèce. Alors, j'arrive doucement à ce que vous disiez, si je ne suis pas trop long. Tout d'abord, c'est donc une philosophie qui nous invite, comme d'autres philosophies hellénistiques, vous parlerez du stoïcisme dans la semaine, également, ils disent, les stoïciens, qu'il faut suivre la nature. Et suivre la nature, c'est évidemment une manière de retour à la spontanéité. Épicure a dit quelque part, d'après Cicéron, vous voulez une idée du bonheur, vous regardez les animaux et les petits-enfants. Pas les petits-enfants de 5 ans métaphysiciens qui peuvent être obsédés par la mort, c'est pas interdit. On n'est pas tous formatés pour sauter de joie et de plaisir parce qu'on a gagné 400 € dans un jeu stupide à la télévision. Je parle des petits-enfants de 2 ans. Quand on entre dans une maison, la joie, les rires, l'agitation vous surprend, vous ramène à la véritable nature, à la vraie vie. On a une sorte de retour d'un refoulé en permanence, de ce qui est refoulé en permanence. Donc ça, c'est suivre la nature. C'est le matérialisme éthique, si je puis dire. Deuxièmement, je remonte encore en arrière, et pardonnez-moi, vous parliez tout à l'heure, en lisant un beau texte, de cette nature qui est considérée, bien évidemment, sans qu'il y ait aucun esprit agissant en elle, aucune providence, on l'a déjà dit, mais qui est un peu assimilée à une sorte de grand imprimeur. Et il y a une petite chose technique qui ne vaut pas des développements trop longs. À la différence de Démocrite, Épicure pense qu'il y a un nombre de formes inconcevables, c'est-à-dire très 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 grand, indéfini, apérilepton en grec, des atomes, forme d'atomes, pas un nombre infini, passons. Et il y a dans chaque forme un nombre infini d'éléments atomiques. C'est-à-dire, vous avez comme une sorte de grand imprimeur qui aurait les casses, comme on dit, une police de caractères avec des A majuscules, des B majuscules, des A minuscules. Le nombre des tiroirs, des polices est très 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 grand, mais dans chaque tiroir, vous avez une infinité de petits A minuscules ou de A majuscules, etc.
Bref, le nombre des atomes, de toute façon, est infini. Et c'est avec ça, en se donnant un temps infini en avant et en arrière de nous, qu'on imagine la combinaison des formes multiples qu'on peut observer. Et troisièmement, je réponds enfin, arche et touton huc estin, de ces mouvements, il n'y a jamais eu de commencement, à ces mouvements, il n'y a jamais eu de début. Vous citiez ce texte tout à l'heure. C'est ça qui rend littéralement fou ceux d'en face, Aristote, Lactance, Père Chrétien ou beaucoup d'autres, qui peuvent d'ailleurs parler indifféremment de hasard aveugle ou de nécessité aveugle quand ils s'opposent à des textes de Démocrite ou d'Épicure parlant de cette nature, où ça bouge tout le temps, depuis l'éternité, et on ne nous dit pas pourquoi ça bouge. Alors, ce qui rend fou les contradicteurs, finalistes, providentialistes, religieux, c'est évidemment qu'on nous parle d'une nature où c'est comme ça parce que c'est comme ça. C'est une nature, comme dit un commentateur italien, de Démocrite, mais ça pourrait être d'Épicure, senza scopo prefisso, sans but, sans dessein de SEIN, arrêté à l'avance. Et je reviens une troisième fois donc à cette idée que le grand truc, c'est qu'il n'y a pas de providence, nous sommes livrés à nous-mêmes, c'est ce qui fait notre petit étonnement, notre désespoir, dirait un mot passant, notre grandeur, dirait Épicure. Mais sommes-nous véritablement livrés à nous-mêmes, Jean Salem, puisque justement, effectivement, la conséquence de ce matérialisme, c'est donc bien de ne pas postuler une cause première, un moteur premier, dirait Aristote, qui expliquerait la fondation du monde. Ça implique également d'aller contre la distinction entre un monde sublunaire et un monde supralunaire, puisque s'il n'y a pas le monde des dieux qui lui-même a engendré le nôtre, alors du coup la distinction ne tient plus. Nous sommes le monde céleste, les phénomènes célestes sont explicables de la même façon que le sont les phénomènes terrestres. Si l'on suit cela jusqu'au bout, alors effectivement nous ne sommes pas à la merci d'un destin, d'une providence qui serait créé par un Dieu qui nous précède et nous domine. Mais sommes-nous pour autant libres, puisque nous suivons, tous autant que nous sommes tous des composés d'atomes, nous suivons les lois internes aux atomes, nous suivons les lois de la physique. Donc quel sens y a-t-il à parler de liberté dans une telle conception physique du monde, Jean Salem ? Alors, Démocrite, encore une fois, et c'est la dernière fois que je le cite, c'est promis, mais c'est tout de même le père fondateur. Mais il est très important pour comprendre ce qu'écrit Épicure par ailleurs. Et la physique d'Épicure, à l'exception de ceux dont on va parler tout de suite après, la question de la liberté est en gros celle de Démocrite. Démocrite dit quelque part qu'on peut comparer la matière à un tas de pièces d'or séparées. S'il est permis d'ajouter un mot à ce qu'a dit le grand Démocrite, je dirais à un tas de pièces d'or séparées, évidemment, en mouvement éternel au sein du vide immense. Unité de la matière et caractère sporadique de la matière. C'est partout la même matière, comme vous l'avez très bien dit, ce qui est totalement incompatible avec ce que peut dire un Aristote, vous l'avez dit aussi. Et en même temps, les îles sporades, c'est les îles dispersées étymologiquement, la matière est fragmentée. On a parfois dit qu'il y a un monnayage de l'être éléatique chez les atomistes, c'est-à-dire que le grand 1 de Parménide, tout, qui est le tout, qui est sphérique, qui est unique, etc., aurait été comme cassé à coups de marteau. C'est une filiation que je n'accepte pas beaucoup. Je ne crois pas que ce sont des disciples de Parménide. Peu importe. Ce qui est important, c'est, encore une fois, l'unité de la matière dans l'univers infini. Il y a ce qui est, l'être, et puis ce qui n'est pas. Ce qui est, ce sont les atomes, c'est la matière. Ce qui n'est pas, c'est le vide. Alors là-dedans, que vient faire la liberté ? D'abord, elle vient dans l'épicurisme et pas chez Démocrite. Et j'ai bien dit que ça signale une distinction entre l'enseignement physique déjà, pas seulement éthique, d'Épicure et celui ou ceux de Démocrite, parce qu'il y a cette fameuse théorie dite du clinamen, de la parenklysis, de la déclinaison, de la déviation des atomes, qui est propre à l'épicurisme, qui a été très fort moqué, présenté comme une petite doctrine très loufoque par les adversaires de l'école, par Cicéron, par Plutarque et par bien d'autres ensuite, par Leibniz, par Bergson, et même par Nizan, qui n'est pas très convaincu. Cette doctrine nous dit la chose suivante. Les atomes se meuvent
soit du fait de leur poids, ça non plus, ça n'est pas très moderne, et chez Démocrite, on n'aurait pas dit une telle bêtise, un atome tombe de haut en bas, pesanteur, soit du fait de chocs qui viennent contrarier leur mouvement, soit du fait d'un mouvement qui fait que spontanément, un atome a la capacité de dévier d'un tout petit angle, soit dans le sens du haut en bas, soit dans n'importe quelle autre direction de l'espace. Et cette sorte de petit saut qu'on a envie de baptiser par anachronisme de saut quantique serait comme une spontanéité, je l'ai déjà dit, mais donc une proto-liberté aurait quelques rapports avec le fait que moi, si je veux, comme dirait Sganarelle, lever le bras, eh bien, je lève le bras. Si une foule me pousse dans un sens, je peux bander mes muscles et essayer d'aller dans l'autre. Bref, il y a, et ça c'est tout de même fascinant d'intérêt à mon avis, la place pour une marge d'indétermination dans le matérialisme épicurien. Et les causes, dit Épicure, sont de 3 ordres, évidemment, je ne peux pas décider de tout. Il y a la nécessité naturelle, qui fait que les chats ne font pas des chiens, que les oiseaux qui ont des taches à tel endroit des ailes font des petits qui ont des taches au même endroit des ailes. Il y a le hasard, qu'on appellera, comme dirait l'autre, la conjonction, le croisement de séries causales indépendantes l'une de l'autre. Et puis il y a ce que Épicure appelle to f emin. On n'a pas la trace de la déclinaison dans le peu qui nous reste d'Épicure, mais tout le monde attribue cette thèse à Épicure lui-même. Tous les épicuriens la chantent sur tous les tons. Et de toute façon, Épicure nous dit, il y a le to f emin, c'est-à-dire à côté de la nécessité, à côté du hasard, il y a une troisième possibilité de cause qui est ce qui dépend de nous, ce qui est de notre ressort. Bref, la liberté a sa place dans un matérialisme qui m'intéresse beaucoup, moi aussi, du point de vue marxiste, qui est le mien. Marx a plus d'affinité, à mon avis, avec ça, ce qu'a d'ailleurs reconnu le dernier Althusser, qu'avec un Spinoza, un pandéterminisme auquel on a voulu la coller très souvent. Mais c'est une question passionnante en effet, puisque ce matérialisme-là laisse penser que, le matérialisme d'Épicure qui va de pair, donc qui a pour corollaire le fait de ne pas postuler l'existence des dieux comme étant la cause première de ce monde, et la raison d'ailleurs, non seulement la cause mais également la raison qui justifierait notre existence, nous conduit à penser que peut-être chez Épicure la liberté serait, comme chez Spinoza plus tard, la méconnaissance des causes qui nous guident. On pourrait voir peut-être que cette liberté serait le fruit d'une ignorance, on postulerait la liberté parce que nous serions dans l'ignorance des causes qui nous déterminent par ailleurs. Mais le point que cela soulève, tout ce que vous venez de dire, Jean Salem, ce matérialisme d'Épicure et ce qui s'apparente à de la liberté qui permet à l'homme d'agir dans le monde, pose une question qui est plus en amont, on me semble, qui permet de creuser cette question du matérialisme, qui est celle du rapport de l'âme et du corps. Puisque si nous ne sommes qu'un composé d'atomes, un agrégat d'atomes de par notre corps, qu'en est-il de l'âme ? L'âme, si vous postulez une liberté, en tout cas quelque chose qui s'apparenterait à une liberté, une spontanéité de l'agir, alors doit-on aller jusqu'à postuler l'existence d'une âme indépendante du corps qui lui permettrait d'agir ? Épicure sur ce point est plus ambigu puisqu'il montre bien que l'âme est un mélange de souffle et de chaleur et qu'il y a une partie rationnelle de l'âme qui permet de conduire notre corps. Mais qu'en est-il véritablement de ce lien entre l'âme et le corps, Jean Salem, chez Épicure ? Toujours dans la série, je revais un peu en arrière et je vous réponds. J'ai écrit dans mon livre sur Démocrite qu'à mon avis, chez Démocrite, le hasard, ce qui est désigné par hasard n'est qu'un sobriquet de la nécessité. Et la place de la liberté dans l'univers de Démocrite est évidemment difficile à trouver. Chez Épicure, elle est centrale et elle est liée, comme vous dites, à la question des rapports âme-corps. De toute façon, l'âme et le corps, ce sont 2 corps. L'âme humaine, faite d'atomes, et dans le corps humain, et plus généralement dans l'univers environnant, ou dans l'écosystème, si vous voulez, comme l'âme d'un poisson qui est dans l'eau. L'homme respire comme un poisson dans l'eau, si je puis dire. Je suis pas d'une clarté totale. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, le père Démocrite parle d'atomes ignés, d'atomes cousins des atomes de feu, qui se promènent un petit peu partout et qui viennent alimenter, par le biais de la respiration, la chaleur vitale. Alors, plus concrètement, parlons de notre homme. Pour Épicure, l'âme
est composé de deux parties. Il y a la partie rationnelle qui est concentrée dans la poitrine et qui est le siège des fonctions supérieures, sensibilité, pensée, émotion. Quand on est très ému, le cœur palpite. Bon, encore une fois, c'est pas franchement moderne, mais c'est ce que pensent les stoïciens comme les épicuriens, alors que des gens avant eux avaient situé ça plus subtilement du côté de l'encéphale. Il y a une partie irrationnelle de l'âme, ce sont des atomes qui sont disséminés dans le bout des doigts. Même les explications les plus comiques que donne Lucrèce sont toujours fondées sur quelque chose qui n'est pas stupide si on regarde un peu l'expérience. Un exemple. Je vois, dit Lucrèce, des poussières de craie ou des fils de toile d'araignée qui peuvent être posés sur ma main et pourtant je ne sens rien, pas de sensation tactile. C'est, dit Lucrèce sans rire, que ces corps, qui sont évidemment pas c'est pas des atomes, les poussières de craie, sinon je les verrais pas. Enfin, ces corps qui sont visibles mais très petits, sont trop ténus pour qu'ils ne passent pas entre deux atomes d'âme. C'est pourquoi je ne les sens pas posés sur ma main. Bon, l'anatomie, sans parler de l'acupuncture chinoise, décrit des points de chaleur, des points de douleur, des points de froid dans le corps humain. Et il y a une observation qui est rationnelle à la base de cette remarque qui ne peut, dans un premier temps, que nous faire sourire, cette remarque de Lucrèce. Revenons à la partie irrationnelle de l'âme. Elle est concentrée dans la poitrine, à la partie rationnelle. Et comme la partie irrationnelle, elle est donc composée, nous disent les épicuriens, là-dessus je vous concède que c'est un peu court, de souffle, d'air, de vapeur, et puis d'un élément sans nom, parce que tout ça est vraiment très très court, akatonomastone, dit Épicure, un élément qui est encore plus subtil que les autres, mais tout ça, ce sont des atomes. Ce sont des atomes qui, revenons encore à Démocrite, doivent être particulièrement ronds, particulièrement lisses, qui peuvent donc se faufiler un peu partout, être beaucoup plus mobiles que tous les autres, s'échauffer beaucoup plus vite, etc. Bref, aucun mystère, comme dit Nizan. Il n'y a toujours pas de mystère, au point que ça peut en être un peu déconcertant pour le lecteur moderne. Bon, comment expliquer des choses aussi compliquées simplement avec de la matière ? On a envie de lui répondre, même si la manière est un peu grossière, c'est tout de même ce qu'un matérialiste doit admettre. Ce sont soit des phénomènes électriques, soit des phénomènes un peu plus subtils, mais des phénomènes qu'il faut bien appeler matériels, qui sont au principe de nos activités les plus subtiles. Et ça a un rapport avec le fait que le jour où nous rendons le dernier soupir, en tant qu'individu, il n'y a plus rien. Nous ne sommes plus là. Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous. Car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or la mort est privation de toute sensibilité. Par conséquent, la connaissance de cette vérité que la mort n'est rien pour nous rend capables de jouir de cette vie mortelle, non pas en y ajoutant la perspective d'une durée infinie, mais en nous enlevant le désir de l'immortalité. Car il ne reste plus rien à redouter dans la vie pour qui a vraiment compris que, hors de la vie, il n'y a rien de redoutable. On prononce donc de vaines paroles quand on soutient que la mort est à craindre, non parce qu'elle sera douloureuse étant réalisée, mais parce qu'il est douloureux de l'attendre. Ce serait en effet une crainte vaine et sans objet que celle qui serait produite par l'attente d'une chose qui ne cause aucun trouble par sa présence. Salem, dans la conception matérialiste qu'Épicure propose non seulement du monde, mais donc on l'a vu, des rapports de l'âme et du corps eux-mêmes, il y a quand même un problème qui se pose, qui est celui de savoir le rôle de l'âme, parce que même si on réduit l'âme à ces atomes, à cette chaleur, à ce souffle, il parle quand même d'une dimension rationnelle de l'âme, et il fait de l'âme, il parle de substance de l'âme dans la lettre à Hérodote, et il fait de l'âme la cause première de notre sensibilité. C'est donc bien qu'il y a un rapport de causalité entre ce qu'il nomme l'âme et le corps. Et donc là, on en revient à ce problème de la liberté. Quelle est cette cause première ? Comment expliquer que ces atomes qui composent l'âme eux-mêmes peuvent avoir un impact sur le corps lui-même ? Et ensuite, il
il faut bien postuler cette dissociation entre l'âme et le corps pour affirmer ce qu'il écrit dans la lettre Ménécée, qui est elle beaucoup plus connue que la lettre à Hérodote, puisqu'il écrit, c'est le texte que je viens de lire, qu'il faut prendre l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous, puisqu'en effet, une fois que nous sommes morts, nous ne sommes plus là pour en souffrir. Même si la mort est douloureuse, tant que nous ne sommes pas morts, nous ne pouvons pas le savoir. Donc rien ne sert de s'inquiéter pour un état dans lequel nous ne sommes pas, et une fois que nous y serons, nous ne serons plus en état de ressentir cette douleur. Donc, il faut situer la mort loin de nous et ne pas en faire une raison qui nous empêcherait de profiter de la vie. Vous voyez, ces deux points-là laissent penser que cette problématique, ce lien-là entre l'âme dont il parle vraiment de l'âme, et du corps, et donc entre cette dimension plus vaporeuse et cet atomisme, qu'il y a un problème dans la façon dont les deux s'agencent, Jean Salem. Mais pour préciser ce que j'ai dit tout à l'heure et répondre à votre question, je pourrais déjà lâchement vous parler des lacunes des textes qui nous manquent et du fait que pour ce qui est du détail, il y a des choses que même en se levant de bonne heure, on ne peut pas expliquer dans la façon dont Épicure concevait certaines choses, le rapport entre la spontanéité de l'atome qui se manifeste dans la déclinaison et notre liberté. On n'a pas de texte qui nous dit clairement qu'est-ce qui se passe à ce sujet. Le rapport entre l'âme et le corps précis dans la façon dont la décision se prend, c'est moins lacunaire, mais c'est compliqué. Plus sérieux. Autrement dit, j'essaie de vous répondre. Tout se passe par contact. On est dans un univers où tout est matériel. Donc le mot âme ne doit pas nous impressionner. De toute façon, dans la philosophie antique, c'est du classique. Les stoïciens pensent également, du moins dans la plupart de leurs textes, que l'âme, c'est quelque chose de matériel. Chez des néoplatoniciens fort nombreux, l'âme est faite d'éther, c'est-à-dire d'une substance matérielle, et au moment de la mort, elle va rejoindre sa patrie qui est là-haut dans les cieux où tout est fait d'éther, les dieux comme les espaces intersidéraux. Bref, le mot âme ne doit pas nous impressionner. Lorsque on peut supposer que c'est par une sorte de déviation, de déclinaison de l'attention, pour prendre une métaphore, d'orientation du projecteur mental vers telle ou telle image, que si je décide de marcher, lorsque je décide de marcher, les atomes de l'esprit qui sont dans la poitrine sélectionnent des images de marche, et puis de proche en proche, c'est-à-dire par contact d'atomes avec d'autres atomes, ça se véhicule la décision de marcher dans les atomes de la partie irrationnelle de l'âme qui sont jusque dans le bout de mes pieds, et puis je me lève et les atomes qui ont des fonctions purement somatiques font la suite, c'est-à-dire qu'on me voit en train de bouger. Il y a un tempérament, une idiosyncrasie, dit Lucrèce à la fin du chant 3, propre à chaque individu, qui fait que vous avez peut-être un petit peu plus de chaleur et vous êtes un peu comme les lions du style colérique, originairement, ou alors vous avez un petit peu plus d'air en proportion, d'atomes d'air dans votre âme et vous êtes un petit peu plus craintif, comme les cerfs, mais la philosophie, celle d'Épicure, évidemment, nommément, celle d'Épicure particulièrement, peut, quel que soit votre caractère primaire, primitif, vous amener à acquérir une vie, c'est le mot d'Épicure, et ça sera le mot de Lucrèce, digne des dieux. Maintenant, si vous voulez, on passe à la mort. Passons à la mort, comme c'est vous quand dites. même un sujet réjouissant. Mais c'est un dans saut ce qui n'est pas contexte. du tout absurde, parce que c'est un saut qui n'est pas du tout absurde de passer à la mort, comme vous dites, puisque les textes que j'ai lus de la lettre à Ménécée découlent directement, ce qu'il affirme découle directement de ce que vous venez de dire. Simplement, il vous reste 2 minutes pour en parler, Jean Salem. Mais oui. Et mon mot passant qui prendra 10 secondes dit qu'il s'agit de la grande gâcheuse des joies de cette vie, la crainte de la mort. Pour les épicuriens... Oui, non pas la mort elle-même, la crainte de la mort. La crainte de la mort. La connaissance de ce que nous sommes mortels. On a ce handicap sur l'animal, comme vous savez, c'est qu'on sait que ça sera comme ça, et qu'on sait qu'on retourne au néant. C'est du moins comme ça qu'Épicure voit les choses. Alors, on peut dire que l'argument que vous avez lu, qu'Anatole France résume très joliment en disant « je suis ». Elle n'est pas la mort, elle est « je ne suis plus ». Cet argument, on peut comme Belle se plaindre de ce que finalement il nous prémunit contre la crainte des châtiments infernaux,
mais il ne nous fait pas plaisir au sens où nous avons notre conatus, notre instinct de conservation, notre envie de persévérer dans l'être, et ce plaisir qu'est la vie, nous savons que ça va nous être retiré. Cela dit, en 30 secondes qui me restent, je dirais que pour bien comprendre ce texte, sans pénétrer, on peut dire qu'il y a une dimension utilitariste. C'est pas utile de penser à la mort, que rendent des traductions, comme par exemple en italien de ce texte, Nulla è per noi la morte, ou en anglais, Death is nothing for us, la mort n'est rien pour nous. Autrement dit, c'est pas utile de s'encombrer avec cette affaire tant que nous sommes en vie. Il y a une dimension nominaliste, au sens où certains traducteurs disent la mort n'est rien par rapport à nous. Craindre la mort, c'est craindre un mot. Et il y a une dimension que j'appellerais sensualiste aussi dans ce texte. Si on peut parler de sensualisme dans une philosophie qui dit que tout est fait d'atomes et de vide, or nous ne voyons jamais les atomes ni le vide, à savoir que tant que nous sommes en vie, nous n'en tâtons pas. Nous ne sommes pas du côté de la mort et par conséquent, nous n'avons pas de contact avec cette affaire. Penser à la mort, c'est penser une bonne fois que c'est penser le rien et c'est s'encombrer pour rien que de craindre la mort durant toute cette vie. Merci beaucoup Jean Salem d'avoir commencé avec nous cette semaine sur Épicure. Merci à vous. De vous, on peut lire l'édition des lettres d'Épicure, donc les 3 lettres dont nous avons un peu parlé aujourd'hui, qu'on trouve chez Nathan dans la collection Les Intégrales de Philo. On peut également lire Le bonheur ou l'art d'être heureux par Grottan, c'est paru en 2006 chez Bordas, et également très utile L'atomisme antique, Démocrite, Épicure et Lucrèce qu'on trouve en livre de poche. Elle est partie, oui, je le dis, triste, je pleure la mort de l'âme sœur. Alors que Mathieu Chénil pleure la mort de l'âme sœur, c'est l'heure de retrouver François Noudelman. Il est 10h50, vous écoutez France Culture et c'est l'heure du journal de la philosophie. Bonjour François. Bonjour Adèle. La vue, le regard, l'image, ce sont des notions familières aux philosophes. Mais plus qu'une question d'optique, la perception engage tout un rapport au réel. C'est sans doute un peintre qui approche au plus près cette texture visuelle. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir François Rouen pour une publication aux éditions Galilée, Notes de regard. Bonjour François Rouen. Bonjour. J'ai donc un grand plaisir de lire ces notes pour ceux qui connaissent bien sûr votre œuvre picturale, mais aussi des notes de pensée. Alors j'aimerais bien commencer par là. Ça s'appelle Notes de regard. Est-ce que le regard est déjà une pensée ? Écoutez, en tous les cas, si c'est pas une pensée, c'est une expérience. C'est-à-dire c'est accepter de passer par un espace qui pourrait être envisagé comme ce qui est compris entre ce qui se livre dans le tracé pour les yeux. L'idée, chez le peintre, passe évidemment par la nécessité de tracer des formes, donc de dresser des formes. Que ce soit la peinture qu'on essaye de faire aujourd'hui ou que ce soit celle qui s'est toujours faite. Mais entre ces formes, il y a un espace. Et ce que j'appelle le regard, c'est la circulation, au fond, à côté et entre les formes qui nous sont données. Non pas pour privilégier cet espace entre, mais en tous les cas pour ouvrir une réflexion sur ce qui se passe entre les deux, la forme du dedans et la forme qui se dresse. Tracer, dresser, bon, c'est aussi tresser pour vous. Hein. On sait que votre travail est fondé beaucoup sur le tressage, mais aussi sur l'empreinte. Donc, regard et non pas image. On pourrait attendre image, mais vous dites que, au contraire, l'image doit toujours être déjouée. Et vous refusez le spectaculaire. Pourquoi ? Écoutez, je ne saurais pas répondre simplement. C'est une vraie angoisse.
Je suis, par le fait de ma pratique, du côté des images, et j'ai en même temps je reçois la plupart des images qui sont celles qu'on vaporise sous mes yeux comme une véritable violence, pour pas dire davantage. L'expérience qui est la mienne devant la peinture, devant le tableau, c'est au fond quelque chose, en insistant sur ce qui se passe entre ceux qui se dressent, c'est quelque chose qui a à faire avec la douceur de la réflexion entre les choses. Alors que l'image, aujourd'hui, que ce soit celle que l'on saisit sur les écrans, au cinéma ou ailleurs, que ce soit celles qui envahissent les publications de toutes sortes, enfin ce qu'on appelle la communication, ce sont des images pour moi qui sont des images qui cherchent une puissance dans la représentation. Et pour le dire un peu brutalement, ce sont des images pour moi qui me dégoûtent et que je trouve des images profondément fascistes. Je veux dire, je regarde tout un chacun les revues féministes, les revues de femmes, les revues de mode, mais que ce soit même aujourd'hui, on peut pas ouvrir un journal comme Le Monde, soi-disant sérieux, sans tomber sur ce type d'image, publicité des grands couturiers. Pour moi, de ce point de vue-là, les nazis n'ont pas perdu la guerre. Ce sont tous des images qu'ils le sachent ou pas, qu'ils l'assument ou pas, qui sont des images dans un lignage où Leni Riefenstahl pourrait être la grande prêtresse. C'est pour ça que je disais que de ce point de vue-là, peut-être que les fascistes n'ont pas perdu la guerre. On sent votre engagement sur la question du spectaculaire et de l'image. Ces textes, parce que c'est un recueil, sont composés de dialogues avec des interlocuteurs divers, des peintres contemporains ou anciens, et aussi des philosophes. Alors, on se dit que vous avez été un peu béni des peintres ou des dieux pour rencontrer et dialoguer, notamment avec Lacan. C'est votre relation très, très particulière avec Lacan, mais aussi avec bien d'autres, avec Lyotard. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous porte et qu'est-ce qui vous a porté à vous intéresser aux philosophes ? Parce que par exemple, vous avez aussi un texte sur un livre de Jean-Claude Milner. Et qu'est-ce qui a motivé aussi, par exemple, l'intérêt de Lacan pour votre travail ou de Lyotard ? Écoutez, ce sont des rencontres, ce sont des amitiés, ça commence par un béguin, par un coup de foudre. Donc je ne saurais pas répondre. Lacan, c'est à Rome. Lacan, c'est à Rome. C'est un hasard, comme ça. Il est en train de prendre le café et de démarrer sa sieste. Je dis 2 ou 3 mots. Tout d'un coup, ça semble le réveiller. Je parle de problèmes que j'ai sur des tableaux que j'arrive pas à faire photographier. Et il me demande s'il peut aller voir ces tableaux. Et il va s'installer, continuer sa sieste dans mon atelier. C'était le début d'après-midi et il est resté jusqu'à 20h30 en faisant semblant de m'écouter ou se reposer. Il attendait au fond qu'on vienne le chercher là. Il devait aller dîner avec justement un historien de l'art. Donc ça a commencé comme ça, c'est une rencontre. Oui, mais malgré tout, il n'y a pas que des hasards, ou ce sont des hasards objectifs. Parce que, je pourrais citer aussi le livre de Denis Ollier, votre travail aussi avec Jean-Clé Martin. Là, il y a aussi vos relations avec Bernard Noël, avec des poètes, Michel Deguy. Qu'est-ce qui fait que, en quelque sorte, vous sortez ou vous êtes... parce que vous ne vous servez pas de ces références. C'est vraiment un dialogue entre vous et ces penseurs. À quoi ça tient ? Écoutez, pour dire les choses simplement, je travaille de très 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 nombreuses heures. La peinture, c'est une activité, je pense, avec mes mains, mes pieds, mes genoux, à 4 pattes, et au fond, lorsque je n'en peux plus de tenir sur mes jambes, le seul vrai espace qui est un espace de plaisir, de bonheur, c'est la lecture. Alors pourquoi je lis les philosophes plutôt que le roman, ce qui n'est pas exclu d'ailleurs, mais enfin disons que le roman, comme je suis en vacances toute ma vie
C'est rare que je sois 10 jours dans une chambre d'hôtel. Alors là, effectivement, l'espace romanesque, parce que, allongé sur mon lit, je peux passer des heures à lire le roman. Sinon, c'est vrai que c'est plus facile de lire des textes dans lesquels, au fond, il y a un contenu de pensée, ou par le travail sur la forme, ou la forme plus ce qui est véhiculé, qui fait qu'on peut avoir, morceau par morceau, un rapport de plaisir à la lecture. Et ce qui est le vrai plaisir dans ma vie, c'est la lecture. Évidemment, d'aller voir quelquefois des tableaux, mais enfin, ça va. Les tableaux, j'ai besoin aussi d'oublier la peinture. C'est votre affaire, oui. Bon, en tout cas, un rapport très privilégié avec ces auteurs, et on peut le retrouver donc dans votre livre, ces commentaires, ces discussions, avec aussi comme on dit, le monde des philosophes. Merci beaucoup, François Rouen. Vos prochaines expositions, ce sera à Montpellier et à Rouen-la-Ville. Je rappelle le livre Notes de regard, publié aux éditions Galilée. Merci François. De l'atome à l'âme, d'Épicure à la peinture et du plaisir à la lecture, c'était les simulacres du jour. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de notre semaine sur Épicure. Je recevrai André Comte-Sponville pour évoquer le poème, le chant que Lucrèce écrit pour célébrer, ce mot est à mettre entre guillemets, la nature, en disciple scrupuleux et décidant d'Épicure. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet franceculture.fr à la page des nouveaux chemins. Vous pourrez également télécharger, podcaster cette émission pour la garder dans votre ordinateur.